Bonsoir à tous. Nous recevons ce soir Eric Ngegim, candidat du Parti écologiste camerounais pour la prochaine élection présidentielle. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver sur mon plateau. On parlera avec vous de votre dimension, de votre projet politique sur le volet plus diplomatique. Quelle est votre vision diplomatique pour le Cameroun? Quelle est la place du Cameroun dans le monde? Mais d'abord, il y a une question d'actualité, c'est la mort du pape François. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Vous étiez au Cameroun lorsque vous l'avez appris? Oui, effectivement, j'étais au Cameroun lorsque j'ai appris la mort du pape François. J'ai été touché en tant que catholique. Et je pense aussi que le Cameroun tout entier a été bouleversé par cette annonce, parce que le pape, c'est un symbole. Et l'Église catholique, vu la situation difficile que le Cameroun traverse, a un rôle important pour la cohésion sociale de la nation. Donc la mort du pape François a été une douleur pour le Cameroun et pour moi en tant que fervent catholique. Et que retenez-vous de ce pape? Je dirais que le pape François a été, pour moi et pour le Cameroun, d'après ce qui me revient, en tant que leader politique, en tant que président du Parti écologiste du Cameroun, c'était un pape assez controversé. Il était controversé dans la mesure où il était chaleureux, il était aimant, il a beaucoup voyagé. Et quand un pape voyage, on se dit qu'il véhicule la bonne nouvelle, mais aussi sa vision progressiste a été un côté qui a vraiment choqué beaucoup l'Afrique et surtout le Cameroun, parce qu'il faut reconnaître que dans la vision africaine, dans la vision camerounaise, les valeurs conservatrices du christianisme restent un pilier fondateur de la religion catholique. Vous faites référence quoi, à des mesures, notamment la bénédiction des couples remariés, des couples homosexuels, c'est ça? Tout à fait, effectivement. Ça a été quelque chose, donc l'Afrique n'est pas préparée à cela. Et c'est vraiment... Vous avez été touché en tant que chrétien catholique africain par ces mesures du pape François? Bon, là, je vous fais part du ressenti du peuple. Moi, en tant qu'écologiste, je suis de nature progressiste. Ça veut dire que moi, je n'ai pas été forcément très choqué. Mais je pense qu'une politique doit être en cohésion avec les valeurs de la société à laquelle on aspire gouverner. Mais l'Église est universelle. L'Église est universelle, c'est vrai, mais n'oublions pas que l'Église, pour qu'elle puisse être compréhensible, elle doit aussi être alliée aux traditions. C'est-à-dire que la modernité, que je peux appeler l'Église la modernité, puisque l'Église est arrivée en Afrique, et l'Afrique avec ses traditions. Donc il faut essayer de conjuguer les valeurs chrétiennes avec les valeurs traditionnelles de l'Afrique pour essayer de faire émerger une Afrique cohérente et que tout le monde pourrait adhérer. Et le conclave qui débute ce 7 mai, est-ce que vous espérez l'élection d'un pape africain? Oui, très bien. Je pense que pour ceux qui me suivent, ils ont vu que moi, j'ai posté le cardinal Robert Sarah. C'est votre candidat? C'est mon candidat. Pourquoi? Moi, je pense que c'est un pape bien. C'est quelqu'un qui a une vision grande de l'Église catholique. C'est quelqu'un qui a fait ses livres, comme on dit, parce que Robert Sarah, c'est quelqu'un qui est parti du plus bas dans la religion catholique en tant qu'enfant de cœur pour arriver cardinal. Je pense que c'est quelqu'un qui est passé par tous les paliers et aujourd'hui, il a une parole qui compte. Et pourquoi pas l'archevêque de Kinshasa? Peut-être aussi l'archevêque de Kinshasa. En tout cas, un pape africain, pour moi, c'est mon souhait, c'est mon idéal. Très bien. Comment avez-vous vécu? Parlons maintenant des États-Unis, où il y a eu une élection en 2024, marquée par le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Comment vous avez vécu ce moment-là? Est-ce que c'était prévisible aujourd'hui, ce retour du président américain? Le retour de Donald Trump est quand même un peu prévisible. Je ne suis pas d'accord avec sa politique, mais c'est prévisible sur le fait qu'aujourd'hui, le monde entier, comme l'Afrique d'une manière globale, vit ce qu'on appelle une fracture sociale. Et la fracture sociale est ce qui fait émerger, bien évidemment, des courants assez bizarres dans la politique. Excusez-moi pour le terme, mais quelqu'un comme Donald Trump, pour moi, la politique qu'il incarne n'est pas une politique fédératrice, ce n'est pas une politique où tout le monde peut se retrouver dans le monde. Elle n'est pas une politique qui peut rassembler tout le monde. Mais pourquoi ils accèdent au pouvoir? Je pense que c'est l'expression d'une forme de colère. Colère envers notamment l'administration Biden, donc les démocrates. Un courant que vous soutenez, j'imagine. Pas envers les démocrates, envers la politique globale dans le monde. Il y a un ras-le-bol dans le monde. D'abord avant les démocrates, parce qu'on dit America First, parce qu'on pense que nos dirigeants, enfin leurs dirigeants américains n'ont pas été sensibles aux aspirations des Américains. Moi, je pense que c'est plus que ça. Dites-vous que dans le monde, 80% de la richesse du globe sont détenus par 20% de personnes. C'est injuste.
Rien que en partant sur ce postulat, on voit que depuis des décennies... Ah, mais ce n'est pas Tom qui va incarner le monde se partage la richesse. Exactement, le monde a cette fracture-là, une fracture qu'il faut corriger, qui a trop duré. Et je pense que si on avait compris que le fait que 80% des richesses de la Terre, du globe, soient détenues par 20% des puissants, il faut corriger cela, sinon on aura des Donald Trump à tout va. Et je pense que c'est ce message que le peuple, de manière globale, essaie de passer aux politiques pour dire qu'il faut avancer, il faut le partage, il faut de la solidarité. Un monde sans solidarité, c'est un monde qui va à la ruine, c'est un monde qui va droit dans le mur. Et nous, les écologistes, la vision cardinale de l'écologie, c'est le principe de la solidarité. Parlant de solidarité, est-ce que Donald Trump, avec ses nombreuses mesures, on parle même de fermeture d'ambassade américaine au sein du continent africain, est-ce que Donald Trump est une chance pour l'Afrique aujourd'hui? Je dirais que Donald Trump, c'est une chance pour l'Afrique. C'est une chance pour l'Afrique. Ce qu'il fait n'est pas acceptable, mais également, on dit que lorsqu'il y a des crises, il y a aussi des opportunités. La venue de Donald Trump et sa politique est une politique meurtrière. Aujourd'hui, donne une chance à l'Afrique de pouvoir se réinventer, de pouvoir s'innover, de pouvoir être autonome. Et c'est ce que nous faisons à travers nos valeurs écologistes, qui sont des valeurs qui prônent d'abord le développement de l'Afrique, l'Afrique qui a les matières premières. Pourquoi elle ne transforme pas ces matières premières dans son sol? Pourquoi les envoyer chez les autres pour les transformer alors que c'est elle qui détient la valeur source? Donc je pense qu'aujourd'hui, les mesures de Donald Trump peuvent permettre à l'Afrique, une fois pour tout, de ménager son autonomie. Dans les droits de douane aussi? Ben, les droits de douane, si nous développons chez nous, on n'a rien à foutre des droits de douane. Ah, mais enfin, il faut les vendre. Ben, il faut les vendre, mais les droits de douane, c'est le consommateur qui paye. Quand vous produisez, même si on met n'importe quelle taxe, ça ne change rien, puisque si la taxe s'ajoute, c'est le consommateur qui paye, c'est pas vous. Donc, Eric, pour bien comprendre, c'est-à-dire pour répondre aux droits de douane, il faut accélérer la production sur le continent africain. C'est ça votre réponse? Exactement, tout à fait. Il faut que l'Afrique produise sur son territoire, qu'elle puisse commercer les produits qu'elle produit elle-même. Alors les droits de douane, même s'ils sont à 200, 300, 500%, n'affecteront pas parce que c'est le consommateur final qui payera. De toute façon, on entend ce même discours, il faut produire sur le territoire. Mais pourquoi on ne produit jamais? C'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des politiques qui ne correspondent pas à la réalité. Les mêmes disaient ça avant, hein, d'accéder au pouvoir. Il faut produire sur le territoire, il faut produire. Et quand ils arrivent, allez, déficit de la balance commerciale. Non, il faut réformer. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, je prends le cas du Cameroun. Hein, toutes les politiques que nous avons eues, on a eu deux présidents. On a eu le président Amadou Ahidjo, qui a travaillé avec Paul Biya et dont Paul Biya est l'héritier direct. Il n'a pas changé de politique. Donc aujourd'hui, je pense qu'au Cameroun, il faut une nouvelle politique, une nouvelle vision, il faut réformer. Nous, au Parti écologiste, nous allons réformer. C'est-à-dire, moi j'ai dit aux Camerounais que je suis le candidat de la rupture. Et sur la question de la production des ressources naturelles, c'est quoi votre vision, c'est quoi votre projet? Ben, la production des ressources naturelles, c'est que je vais exiger pour tout partenaire étranger qui sollicite les matières premières du Cameroun de faire au moins 2 transformations sur place avant de pouvoir s'en aller avec le produit, la matière première. C'est-à-dire, si tu veux avoir le cacao du Cameroun, il faut que tu le transformes, tu fais au moins 2 transformations sur place. Avec la 3e transformation ou la 4e, tu pourras la faire dans ton pays. Ça permet de créer des emplois sur place. Ça permet également de donner de la plus-value, d'une valeur ajoutée sur le produit de la matière première que nous avons. Pour ceux qui sont intéressés par l'or, le manganèse, le zinc, toutes les matières premières que nous avons, nous allons insister d'avoir des raffineries. Il n'est pas normal, voyez-vous, que l'Afrique qui détient des gisements d'or, de diamants, n'ont aucune raffinerie sur leur territoire. Peut-être qu'il y a un problème, c'est la question du cadre des affaires aussi, la corruption et toutes les règles ambiguës qui peuvent créer tout ça. Je suis d'accord avec vous qu'il faut aussi... C'est pas ça la priorité d'abord, revoir le cadre des affaires dans un premier temps? Je pense qu'il faut tout ça va ensemble, parce que la nouvelle loi que je vais mettre en place sur le cadre global des affaires, c'est-à-dire assainir le climat des affaires, elle va d'abord permettre d'éradiquer la corruption, qui est un cancer, il faut le dire, qui empêche des investisseurs. Mais en même temps, il faut insister qu'aucune matière première ne peut quitter le pays, le Cameroun, pour aller ailleurs sans avoir 2 transformations sur le minimum. Minimum. 2 transformations sur place. Ça permettra de faire bénéficier à nos populations la matière première qui appartient à tous les Camerounais. Ça créera des emplois, ça aura une plus-value, ça créera derrière une usine, voyez-vous. Il y a au moins des milliers d'emplois qui sont créés. Et c'est ça, ça va augmenter le pouvoir d'achat et permettre aux Camerounais, Quand on entend parler d'écologie, souvent, on a une
on a envie, on tombe dans une caricature. Et moi, ça me fait rigoler de vous parler de production avec c'est comme entendre Donald Trump qui dit drill, drill, drill. Est-ce qu'il faut fourrer au maximum? C'est quoi la limite pour vous en termes de production de richesse? Mais il n'y a pas de limite, parce que l'écologie, c'est quoi? Je pense que les gens ont toujours mal interprété l'écologie. L'écologie, c'est de reprendre toutes les autres politiques, mais de les faire autrement. Donc l'écologie, c'est la production, c'est l'industrie. Mais à quel niveau? Parce que, je suis désolé, mais les écologistes ici en Europe, les entendent dire qu'il faut limiter la production de telles choses. Ainsi, est-ce que l'écologie africaine que vous incarnez, j'imagine, s'inscrit dans quel cadre? Est-ce qu'il faut produire au maximum? Est-ce qu'il faut produire en respectant un minimum? Je ne sais pas. Je vous dis par exemple, moi je suis pour le juste échange. Pas le libre-échange, par exemple. Dites-nous, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'un échange équitable. Aujourd'hui, dans le libre-échange, ce que nous avons aujourd'hui dans la mondialisation, c'est que l'argent est roi. C'est le profit, c'est le profit. Les ouvriers produisent, ils sont mal nourris, ils sont mal payés, ils n'ont pas de revenus, mais les actionnaires ont tout le bénéfice. Ça sera le contraire. Or, dans le juste échange, il est inadmissible que ceux qui produisent ce bien qu'on commercialise soient malheureux. C'est-à-dire que la distribution de la richesse est inéquitable. Or, dans le juste échange, dans l'industrie que je vais mettre en place, il y aura un juste partage entre ceux qui produisent, entre ceux qui détiennent les matières premières et entre ceux qui investissent. C'est ça l'écologie. C'est ce que nous allons prôner dans notre mode de production. Très bien, on va parler maintenant du Cameroun dans le monde. Éric, est-ce que, d'abord, de manière générale, quel est votre regard sur la diplomatie camerounaise? Est-ce que Paul Biya, le président Paul Biya, a fait rayonner le Cameroun dans le monde durant sa présidence? Non. Honnêtement, non. Je pense qu'aujourd'hui, le président Paul Biya, de par son parcours, c'est un homme admirable, parce que c'est quelqu'un qui a franchi toutes les étapes, je peux dire, de haut fonctionnaire jusqu'à la présidence de la République. Donc, sur ce point-là, il n'y a pas de doute sur sa capacité, sur sa compétence et ses capacités. Mais malheureusement, le paradoxe de tout cela, c'est que la diplomatie camerounaise, elle a reculé. Le Cameroun a perdu les grands postes qu'il avait au niveau de la Banque mondiale, la Banque africaine de développement. Voilà, aujourd'hui, on est en train de regarder le nouveau président de la BAD, donc il n'y a aucun Camerounais en liste. Ce qu'on ne pouvait pas voir il y a 20 ans de cela. Parce que le Cameroun est un pôle d'excellence. Et qu'on regarde ces universités. Mais aujourd'hui, la diplomatie camerounaise, elle a reculé dans tous les domaines. Sur le domaine de l'économie, n'en parlons pas, je viens de parler de la BAD, je viens de parler de la BEAC, dont le Cameroun n'occupe plus de hautes fonctions. Au niveau même de la santé, l'OMS, il n'y a pas de Camerounais. Au niveau des Nations Unies, les Camerounais sont absents. Donc on voit très bien qu'avec la présence Paul Biya, l'influence camerounaise, la diplomatie camerounaise a réellement reculé. Je reviens au niveau de la CEMAC, qui est la zone monétaire d'Afrique centrale. Même là-bas, les Camerounais ont reculé. Enfin, le président Paul Biya a quand même pris des initiatives. Il prend des initiatives, mais elles sont insuffisantes. Vous savez, le meilleur marqueur, le meilleur juge, c'est le peuple. Lorsqu'on gouverne un pays et lorsque le peuple n'est pas content, nous devons simplement dire qu'on a échoué et voir ce qui ne va pas. Restons sur la vision diplomatique. Est-ce que, d'abord, quel est aussi votre regard sur les relations entre le Cameroun et la France? Est-ce que vous direz que Paul Biya est le dernier pilier de la France-Afrique? Je pense que Paul Biya aujourd'hui, je peux dire qu'il n'est pas le seul. Je pense qu'il est l'un des piliers de la France-Afrique, et bien évidemment, parce que les Français ont encore une part belle et une grande influence dans la politique camerounaise. Aujourd'hui, la diplomatie française m'inquiète parce qu'ils ont changé de fusil d'épaule depuis que la France a eu des coups, des revers au niveau du Sahel. Elle est plutôt maintenant dans une diplomatie concurrente mais associative. Il n'est pas normal que dans un pays comme le Cameroun, on trouve énormément d'associations françaises aujourd'hui. Donc j'ai l'impression que la France aujourd'hui veut étendre son influence au niveau de la société civile camerounaise en créant beaucoup d'associations. Je vois par exemple ici France sans frontières. On se demande bien ce que France sans frontières cherche au Cameroun. Alors qu'il y a Cameroun sans frontières. On se demande ce que électricité sans frontières. On voit beaucoup d'associations françaises prendre beaucoup de place au niveau du Cameroun et ça m'inquiète. Et ça montre que les Français sont toujours au Cameroun, ils sont influents. Et là, ils vont plus loin parce qu'ils ne sont plus au niveau de la diplomatie, mais ils sont au niveau d'influencer la société civile camerounaise. Je vois aujourd'hui
beaucoup d'associations françaises qui sont là en train de faire le travail que les associations camerounaises devraient faire sur le terrain. Ouais. Moi, je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas parce que c'est une façon de transformer la société camerounaise qui doit être une société autonome et c'est une façon de soumettre la société camerounaise à une forme de domination. Et vous, président de la République, quelles sont vos relations avec la France alors? C'est quoi, vous dégagez tous les diplomats français ou qu'est-ce qui se passe? Moi, président de la République, je vais simplement mettre en œuvre ce que le président Macron l'a dit lui-même qui est devenu président. Il a dit qu'il aimerait des relations d'égal à égal. Ce n'est pas le cas aujourd'hui? Non, ce n'est pas le cas aujourd'hui et de partenariat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne touche pas à ce qu'on appelle les piliers fondamentaux du développement d'un pays. Lorsqu'une association, le OSC, les organismes de la société civile, lorsqu'ils sont ceux dans notre pays viennent opérer dans un autre pays, il y a problème. Parce que la société civile doit ressembler au pays tout entier. Et ça ne doit pas être un autre pays qui vient avec la société civile pour implanter. Si je comprends bien, si demain vous êtes président, vous allez interdire des organisations de la société civile et étrangères dans votre pays? Je ne veux pas interdire, parce que je ne veux pas mettre mon pays en autarcie. Je veux une coopération, c'est-à-dire qu'ils viennent échanger les idées. Faire des choses ensemble, je veux bien. C'est ce qu'on appelle le partenariat. Le partenariat, c'est le cas. C'est le cas aujourd'hui avec les organisations qui sont là ou pas? Vous avez des infos qui Moi, j'ai des informations qui attestent que les associations françaises au Cameroun, elles opèrent de manière individuelle. C'est-à-dire qu'elles viennent au Cameroun, elles font ce qu'elles veulent faire, elles vont dans le nord du Cameroun, elles font leurs études, eux, sans toutefois inclure les associations camerounaises. Je le parle parce que moi-même, j'ai été président du syndicat des énergies renouvelables du Cameroun pendant 10 ans. Et pendant ces 10 ans, nous avons voulu collaborer avec le syndicat des énergies renouvelables de France de manière franche et formelle. Nous n'avons jamais pu. Mais nous avons eu des demandes du syndicat des énergies renouvelables de France pour qu'on les accompagne sur des projets qui les intéressaient au niveau du Cameroun. Or, nous voulons une coopération gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'en même temps, le Cameroun pose ses exigences et la France vient avec les siennes et on travaille ensemble. En tout cas, Eric, pour faire simple, comme vous écoutez, on a l'impression que la France-Afrique existe bel et bien encore aujourd'hui au Cameroun. Oui, elle existe bel et bien et nous ne la voulons plus. Nous voulons qu'on aille plus loin parce que le président Macron a dit des mots, mais aujourd'hui, on a encore l'influence de la France au niveau du Cameroun. Très bien. L'opposition désunie peut-elle remporter l'élection présidentielle face à Paul Biya, Eric? Non, elle ne peut pas Alors, comment remporter les élections présidentielles. Et qui peut porter une candidature unique aujourd'hui? Je pense aujourd'hui qu'il faudrait que l'opposition camerounaise prenne conscience de savoir que l'avenir du Cameroun actuellement est entre ses mains. Ce n'est pas le président Paul Biya aujourd'hui qui détient l'avenir du Cameroun, mais c'est l'opposition qui refuse systématiquement de pouvoir s'allier pour pouvoir proposer une alternative crédible aux Camerounais. C'est vrai que l'élection au Cameroun, c'est une élection à un tour. Je l'entends dire souvent que c'est à un tour, donc une candidature de l'opposition, ce ne serait pas possible. Si, c'est possible. J'aimerais que les leaders d'opposition du Cameroun, nous sommes le parti écologique, nous sommes prêts à discuter avec toutes les partis d'opposition pour pouvoir avoir une candidature unique de l'opposition forte. On peut le faire avant l'élection. Même si c'est une élection à un tour, nous sommes tous en disant que nous pouvons travailler sur nos programmes pour choisir un seul leader pour l'élection présidentielle. Mais que vaut cette opposition face à Paul Biya aujourd'hui? Soyons sérieux, Eric. Elle vaut beaucoup de choses, vous ne pouvez pas dire ça. Le problème aujourd'hui, c'est le peuple camerounais en a marre, le peuple camerounais veut un changement. Le Camerounais aussi peut-être déçu de l'opposition, qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Et justement, c'est pour ça que nous, le Parti écologique, nous voudrons dire, rappeler à l'opposition qu'elle a une responsabilité historique sur le changement. Et qui mettez-vous dans cette opposition? Ça tombe bien. Qui classez-vous aujourd'hui dans l'opposition camerounaise? Parce qu'on a du mal à suivre. On a des gens qui sont déjà dans l'opposition, mais derrière, on les voit dîner avec des membres de la majorité présidentielle. C'est une bonne question que vous me posez et je vais vous répondre avec beaucoup de franchise. On l'écoute. Dans l'opposition camerounaise aujourd'hui, moi, je suis le Parti écologique. Eric Guéguim, président du Parti écologique. Nous sommes là pour l'alternance. Je vais être le candidat de la rupture à la prochaine élection présidentielle. C'est-à-dire quelqu'un qui va proposer quelque chose de nouveau. Permettre de tourner la page à toutes ces années, 40 ans que le régime Biya était là, 40 ans où les Camerounais n'ont pas toujours été contents. Aujourd'hui, nous voulons une proposition, nous voulons tourner la page. Et je vois également des partis comme... J'appelle d'ailleurs à tous les partis d'opposition. Je pense que s'ils sont d'accord, on peut travailler ensemble pour une candidature unique. Je ne dis pas qu'on doit se regrouper derrière moi, mais je dis qu'on doit se regrouper derrière quelqu'un absolument si on veut libérer le Cameroun. Je vois le MRC de Maurice Kamto. Je vois le SDF de Joshua aussi. Je vois le PCN de Cabra Libi. Je vois l'UDC de Tomaino Damdjoya. Je vois tous ces partis politiques qui sont des partis, pour moi, qui peuvent s'asseoir avec nous. Nous avons une vision nouvelle, l'écologie.
c'est nouveau. Et ça incarne la jeunesse. Les jeunes Camerounais aujourd'hui se retrouvent dans l'écologie, ils ne se retrouvent peut-être pas dans certains courants politiques qui sont difficilement compréhensibles, mais derrière l'écologie, les jeunes se retrouvent. C'est une réelle aspiration, selon vous, l'écologie, c'est une réelle aspiration pour les jeunes Camerounais? Ben bien sûr, parce que ouais? faut voir qu'aujourd'hui au Cameroun, c'est l'un des pays où nous avons le plus d'associations dans le domaine de l'environnement et des énergies renouvelables. Il peut y avoir de nombreuses associations, mais est-ce que ces jeunes s'intéressent vraiment? C'est différent, vous êtes d'accord avec moi? Il peut y avoir des associations, mais est-ce que les jeunes s'intéressent vraiment à la question? Ils s'intéressent, je vais vous dire pourquoi. Mon parcours pour devenir président... Vous avez un sondage, quelque chose qui peut au moins illustrer, parce que... Tout à fait. Je vais vous dire ceci. 80% de la jeunesse camerounaise aujourd'hui se retrouve dans l'écologie. C'est la seule chose qui... 80%, c'est pas audacieux quand même? Non, je vous le dis. Peut-être la priorité des jeunes Camerounais, c'est peut-être avoir un boulot, pouvoir manger, avoir les 3 repas par jour et peut-être avoir de bonnes conditions pour étudier. Je suis d'accord avec vous, mais voyez-vous, dans l'écologie, les jeunes Camerounais voient ce qu'on appelle les emplois d'avenir. Dans l'écologie, les jeunes Camerounais voient une nouvelle forme de santé. Dans l'écologie, les jeunes Camerounais voient la réforme de l'université. Dans l'écologie, les jeunes Camerounais voient la réduction de la pauvreté. Dans l'écologie, les Camerounais voient ce qu'on appelle la justice sociale. Dans l'écologie, les Camerounais voient l'égalité. Dans l'écologie, les Camerounais voient la liberté. Je ne veux plus d'un pays où on aura une fracture sociale énorme, où il y a certaines personnes, certaines familles qui ont monopolisé toute la richesse du pays, dont leurs enfants vont dans des écoles où les enfants d'autres n'iront jamais. Or, l'écologie, c'est l'égalité. L'écologie, c'est le partage. L'écologie, c'est la solidarité. L'écologie, c'est l'équité. L'écologie, c'est le pardon. L'écologie, c'est la douceur. Si on veut une transition en douceur au Cameroun, sans être violent, il faut passer par l'écologie. Il faut passer par l'écologie. Ah ben là. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation critique de notre pays et il faut une politique, certes ferme, mais une politique douce. Et l'écologie incarne cette politique ferme et douce dont les Camerounais aspirent aujourd'hui pour une transition. Eric, est-ce que vous avez déjà pris langue avec d'autres membres de l'opposition par rapport à cet appel que vous avez lancé? Bien sûr. Moi, j'ai le secrétaire général du MRC, de Maurice Kamto, qui a répondu à mon appel. Nous avons une réunion très prochainement pour échanger là-dessus. Et je tends la main à d'autres partis d'opposition, dont mon secrétariat est en train de préparer des correspondances pour les inviter, pour nous se rejoindre à la réunion que nous allons faire, parce que je reste persuadé que l'union de l'opposition est quelque chose de faisable. Les Camerounais sont très réfléchis. Nous sommes quand même l'un des peuples d'Afrique où on a un taux d'alphabétisation très élevé, presque 80%. On ne peut pas dire que c'est impossible que l'opposition camerounaise ne puisse pas travailler ensemble. Ce n'est pas possible. Je pense que c'est possible et toute mon énergie, je le mettrai dans cette élection présidentielle pour qu'on puisse avoir une candidature crédible de l'opposition pour enfin libérer le Cameroun. Parlant de candidature, Eric, ceux qui vont nous regarder diront mais encore on les connaît tous, ils viennent toujours s'exposer pour peut-être prétendre à des postes de ministre si M. Paul Biya est réélu. Vous, est-ce que vous avez des convictions, Eric? Pourquoi voulez-vous présider le Cameroun? Est-ce que ce n'est pas une candidature opportuniste, encore une fois de plus, parmi toutes les nombreuses candidatures qu'on a connues au Cameroun? Non, pas du tout. Je pense que je vais être président de la République parce que j'ai été pendant 10 ans président du syndicat des énergies renouvelables du Cameroun. Et pendant 10 ans, j'ai sillonné tout le pays. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. J'ai fait toutes les régions. Je connais les problèmes des Camerounais. Les problèmes d'eau, les problèmes d'électricité, les problèmes d'éducation, la pauvreté. Les marchés où les femmes doivent payer un ticket de 500, 300 par jour pour vendre à même le sol. Comment peut-on infliger une taxe à une dame qui vend le piment à même le sol? Elle n'a pas un comptoir. L'État ne fait pas de boutique. Il n'y a rien. Mais tu payes une taxe. À quoi sert cette taxe? Par rapport à quoi? Je connais des gens qui ont des garages sur la chaussée publique. Mais là, la mairie vient leur dire, vous avez un garage, vous devez payer une taxe. Mais est-ce qu'on paye la taxe lorsqu'on occupe la chaussée? On ne peut pas réclamer la taxe aux citoyens sans infrastructure. Je connais les hôpitaux, comme je l'ai dit encore. Mon premier combat, c'est aussi la santé. Tu arrives dans l'hôpital, tu ne peux pas avoir les soins si tu n'as pas d'argent. Les hôpitaux sont là, il faut payer, alors quelqu'un est déjà là, il arrive dans un hôpital. Combien de mamans décèdent à l'hôpital? On est malade, on se bat, arrive à l'hôpital et on décède parce qu'il n'y a pas de médicaments appropriés. Parce que les médecins demandent de l'argent pour travailler, alors qu'ils ont prêté un serment. Le serment d'Hippocrate, qui est devenu au Cameroun le serment d'Hypocrite. Parce que les médecins, leur premier devoir, c'est de soigner. On se rend compte aujourd'hui que les médecins, quand ils voient les gens mourir devant,
ils ne soignent pas parce qu'ils disent qu'ils veulent de l'argent. Il faut financer la santé. C'est pour ça que j'ai dit, tu as un de vos plateaux ici, que l'un des piliers de mon projet, c'est de donner la santé à tous les Camerounais. D'abord, quand on arrive à l'hôpital, on ne peut pas arriver à l'hôpital et on meurt à l'hôpital. C'est injuste dans un pays. Parce que l'hôpital, c'est le lieu qui est fait pour sauver. Lorsqu'on est malade, on se débat arriver dans un hôpital, on doit être soigné. Parce que l'État doit protéger. C'est le rôle de l'État, de soigner les citoyens. Ce sera mon devoir. Et c'est de remettre aux Camerounais, en fait, toutes ces matières premières que nous avons. Financer la santé, c'est financer aussi avec les matières premières du Cameroun. C'est financer avec l'or du Cameroun, le diamant du Cameroun, le pétrole du Cameroun, le gaz du Cameroun. Pourquoi l'État ne finance pas la santé pour permettre à tous les Camerounais de profiter de nos ressources qui nous appartiennent tous? Je vais le faire parce qu'il y a les moyens pour ça. Il faut simplement réorganiser le pays et affecter les moyens financiers là où il y a l'enjeu collectif. On ne peut pas continuer à mettre les moyens financiers dans des projets individuels pour enrichir les uns alors que d'autres crèvent. Il faut financer tous les projets publics. Il faut financer l'éducation. L'école publique, c'est l'école des pauvres. C'est l'école où les enfants qui sont nés des parents analphabètes peuvent également aussi rêver un jour être ministre parce que l'école publique est l'école de l'avenir. Je vais financer l'école publique pour permettre l'égalité des chances. C'est ça ma vision. C'est pour ça que je vais être présent. Et les Camerounais trancheront très vite. On espère que vous arriverez à les convaincre. En tout cas, merci Eric d'être passé sur notre plateau. Merci à Moustapha Kanté à la réalisation et bonne suite de programme sur les antennes de Global Africa Télé Sud. Merci de m'avoir invité.